Je vais donc passer tout de suite la parole. Tout de suite passer la parole à Charles Guédé, que vous connaissez tous, sénateur, qui va vous parler donc de l'expert. Je vous laisse la parole. Bien. Merci, Monsieur le Président. Il faut peut-être que je mette en route. Oui, merci, Monsieur le Président, et bonjour à tous. En voyant de vouloir m'excuser d'avoir pris un peu cette place. J'interviendrai donc le premier dans cette deuxième table ronde consacrée aux lieux d'influence sur le thème des sources d'information dont disposent les assemblées parlementaires et leur influence. Bon, il est symptomatique que mon intervention prenne place dans la deuxième table ronde consacrée aux lieux d'influence et ne figure pas au rang de la première dite des lieux de décision où on attendait légitimement un parlementaire. Rassurez-vous, je n'en ferai pas une crise d'égo. Un petit quart de siècle au Sénat, on a donné une certaine humilité. Force est de constater que le parlementarisme rationalisé a éloigné des arrangements momentanés entre professionnels de l'astuce, selon la formule du général de Gaulle, pour confier à la décision à un exécutif techniquement compétent et dévoué à la chose publique et à l'intérêt général. Avec mes collègues, nous ne représentons que des intérêts particuliers. À ce titre, et plus sérieusement, si le Parlement a un rôle réduit dans la procédure budgétaire et reste toujours soumis au bon vouloir du gouvernement, il n'en dispose pas moins de sources d'informations qui lui permettent d'effectuer son rôle de contrôle et d'évaluation, et sans doute d'exercer par là une part d'influence, ce que nous proposons de vous rappeler. Sachant que le même mot influence sert à désigner à la fois le poids qu'ont exercé ça ou Aaron sur une génération, ou d'autres, par les milliers de likes et de commentaires que récolte une TikTokeuse experte en maquillage, voilà qui interpelle, selon le politologue François Bernard Arnault, et qui nous ouvre un spectre plus large et surtout plus contemporain. Aussi nous interrogerons-nous ensuite sur l'étendue de l'influence que peut exercer le Parlement sur les finances publiques dans le cadre actuel de la décision politique, pour ensuite nous intéresser plus utilement aux dispositions adoptées pour lui donner corps dans la complexité de notre temps. Venons-en tout d'abord à la revue des moyens à la disposition du Parlement, et que j'aborderai succinctement car ils sont bien connus de votre Sénat. Ils sont relativement récents à l'échelle du temps politique moderne, puisqu'ils datent essentiellement de la loi organique du 1er août 2001, de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 et plus près de nous de la loi organique du 28 décembre 2001, complétée par la loi du 6 décembre 2021. C'est dire le temps qui fut nécessaire à notre République pour conférer à ses parlementaires un dispositif dont la plupart des démocraties anglo-saxonnes disposaient depuis des décennies. Les pouvoirs dont disposent les commissions des finances s'appuient sur l'article 57 de la loi de finances du 1er août 2001. À ce titre, le président, le rapporteur général et les rapporteurs spéciaux peuvent contrôler sur pièce et sur place l'emploi des crédits, se faire communiquer tout document et procéder aux auditions utiles. L'effectivité de ces mesures est garantie par l'article 59 sous le contrôle de la juridiction administrative. Ces prérogatives sont toutefois limitées par le secret défense, le secret intérieur et extérieur et de l'instruction ou du cadre médical, sans pour autant bénéficier des mêmes garanties d'effectivité que ces mêmes secrets. L'article 26 de la loi organique du 28 décembre 2021 élargit très sensiblement le droit de communication, permettant au président de la Commission des finances, au rapporteur général, de solliciter des autorités indépendantes et administratives publiques des informations intéressant les finances publiques, et il est admis à cet égard le concours d'experts indépendants. Depuis 2006, la Cour des comptes peut également apporter son concours sur la base de l'article 47.2 de la Constitution. Le Conseil des prélèvements obligatoires est en mesure d'analyser l'état et l'évolution des prélèvements obligatoires, et ils peuvent aussi, à ce titre, éclairer ou guider les décisions prises par les pouvoirs publics. C'est ainsi que le 26 octobre, la Commission des finances du Sénat a entendu à sa demande le Conseil des prélèvements obligatoires sur l'impact que pourraient avoir les STRADET et les AN sur la fiscalité locale et les opportunités qui sont
sport amateur. Indubitablement, la LOLF va apporter une transparence nouvelle, une spécialisation des acteurs à travers la performance. L'ambition de la loi de 2008 était également d'agréger l'ensemble des comptes publics, et la loi de 2012 voulait consacrer la programmation, comme l'a excellemment rappelé le ministre Lambert, je pense devant vous. La loi de finances initiale reste cependant le cœur du débat parlementaire, alors que c'était la loi de règlement qui devrait l'être, comme pièce maîtresse du contrôle, en permettant ainsi d'agir sur la stratégie pluriannuelle. L'information donnée au Parlement à travers les bleus, les rouges et les jaunes viennent conforter les données produites, et les parlementaires disposent également des notes d'exécution budgétaire produites par la Cour, et lorsqu'ils souhaitent examiner plus particulièrement les crédits d'un ministère donné, ils peuvent utilement les rapprocher des contrôles budgétaires et comptables ministériels. Enfin, l'article 49 permet également d'adresser des questions budgétaires aux différentes administrations avant la date fatidique du 10 juillet. L'article 51.8 prévoit que les mesures nouvelles doivent être accompagnées d'évaluations préalables, mais leur caractère sommaire a fait dire au Conseil d'État que les évaluations étaient encore perfectibles. Il est à noter que l'avis du Conseil d'État en matière de finances reste cependant toujours confidentiel, et le procédé et des amendements en cours de débat d'examen du projet de loi, qui eux ne sont pas documentés ou peu, enlèvent beaucoup d'efficacité à une information théorique. La pratique instituée progressivement par la LOLF et les textes qui lui ont succédé a cependant mis en évidence le besoin d'une expertise nécessaire à l'accompagnement d'articulations nouvelles des contrôles. L'expertise en soi n'est pas nouvelle en matière politique dans l'action gouvernementale, même si la France de la Ve République l'avait internalisée en mettant en place une administration compétente, comme nous le savons, mais le dispositif s'est impliqué dans un mouvement ininterrompu en s'orientant vers le recours à une expertise croissante, comme cela a été dit, je pense, auparavant, qui est venue suppléer notre technocratie, si j'ose dire. La fin des années 80 l'avait déjà inauguré, certains se souviennent des rapports Vivray. C'est à la fois, disons-le, une façon d'escamoter les conflits et d'inventer une nouvelle formule de contrôle qui ne suit pas des règles institutionnelles, mais peut s'auto-évaluer et par là même faire aboutir la décision. Il était de ce fait attendu par une sorte de symétrie que le Parlement eut accès également à l'expertise à mesure que son panel d'action de contrôle s'étoffait. Dès 2008, le Parlement allait bénéficier de l'assistance de la Cour des comptes ainsi que de mon bureau, mais les parlementaires pouvaient également solliciter le concours de tout expert indépendant du gouvernement, lesquels ont largement proliféré durant les 2 dernières décennies. À cet égard, le phénomène nouveau de la privatisation d'expertise s'est particulièrement fait jour durant la dernière décennie. Peu connus du grand public ou emblématiques comme McKinsey, les experts des grands cabinets conseils emploient quand même environ 40 000 consultants en France, ainsi que le relève la commission d'enquête du Sénat Bazin-Assassi. Les dépenses de conseil par les ministères ont plus que doublé depuis de 2018 à 2021, avec une accélération de plus 45% en 2021 pour atteindre près d'1 milliard d'euros. L'aspect statistique des études produites n'est pas sans poser la question, outre celle de l'utilisation des fonds publics, de notre vision de l'État et de sa souveraineté face à de tels acteurs, et tout particulièrement en matière de politique financière publique. Ces questions prennent tout leur relief lorsqu'il s'agit de sous-traitance de gestion de crise et de moyens. On utilise des méthodes inspirées du privé pour transformer l'administration ou l'action publique par des méthodes disruptives ou organiser des ateliers délibératifs. Dès lors, pour effectuer à armes égales son contrôle, le Parlement doit pouvoir accéder au même type d'expertise. Or, jusque-là, l'usage en font les commissions des finances reste très parcimonieux et relève d'un gentleman agreement pour recueillir l'avis d'un cabinet conseil à l'occasion d'auditions, ainsi que la commission des finances y a procédé le 19 octobre pour évaluer les hypothèses retenues par le gouvernement pour la loi de programmation, en entendant Alliance, Recherche, Riscode et l'OFCE. Pour la loi de programmation, donc, et les trajectoires envisagées, nos moyens ne nous permettent pas d'aller au-delà.
Le Sénat recourt néanmoins à certains expédients en utilisant des experts, certains organismes comme la Banque postale ou l'Observation des finances locales, l'Observatoire, pardon. Et on avait même autrefois un expert à lui tout seul qui s'appelait Yves Taville, par exemple. Mais cela ne peut remplacer des modèles dans l'administration, dont dispose l'administration pour simuler d'autres hypothèses. Le bureau du Sénat vient quand même, en écho à ce qui vient d'être dit tout à l'heure, de proposer l'allocation de moyens importants. Nous venons de mettre en place un simulateur avec banque de données tout récent, mais nous en sommes au balbutiement. Le problème reste donc entier, même si nous progressons. Cette distorsion n'exclut pas l'interrogation sur l'évolution du paradigme de la décision politique fondée auparavant sur le savoir intellectuel et technique d'une administration souveraine, clé de l'organisation de la Ve République. Le parlementaire s'était vu délégitimé par une administration qui s'était appropriée le pouvoir politique et surtout financier, au terme de dispositions institutionnelles parfaitement établies. Mais le nouveau mouvement d'expertise s'est imposé au détriment de cette même administration. C'est ce que certains ont appelé la métamorphose des clercs. L'expert ne se contente plus d'évaluer, mais juge des opportunités et propose également d'autres règles et procédures, et par là même s'insinue dans la décision politique. En vertu de sa compétence, il note les individus, mais aussi les organismes, les États, leurs finances et leurs politiques. Il a également intégré toutes les facettes de notre monde, de l'économie, de la sociologie, de la démographie, de la psychologie et bien sûr la finance, au même rang que le médical et le religieux, comme l'indique Alain Stama, n'ayant plus en face de lui l'autorité légitime capable de le remettre en cause autre que lui-même. Avec la gestion de la pandémie de la Covid-19, les rapports des conseils sur les politiques publiques ont cependant probablement marqué leurs limites et permis de s'interroger sur cette pratique. Ces mêmes experts sont ainsi remis en cause progressivement par une démocratie d'opinion prompte à déconstruire leur légitimité et surtout fonctionnant avec le temps court médiatique et l'immédiateté politique qui s'est instaurée. Corrélativement avec le transfert du pouvoir de Matignon à l'Élysée à la suite du quinquennat, François Mascoli, avocat et politologue, estime que le recours à l'expert, écrasant par la force de la raison, empêche l'échange démocratique. D'autant plus que l'expert n'est pas une personne réelle qui prend ses responsabilités. Cette perte de crédit de l'expert se double d'une évolution sociétale centrée sur l'individu, dont le process ne consiste pas à adopter des idées au terme d'une démarche pensée, mais d'imiter l'autre, dont l'aboutissement a créé les réseaux sociaux qui font de chacun un expert. La montée en puissance du phénomène a longtemps été l'apanage d'influenceurs institutionnels ayant pignon sur rue. Le monde 2.0 et les GAFA ont totalement démocratisé. Du côté des assemblées, ce nouveau monde n'en est qu'à des balbutiements. Et parallèlement, le Parlement n'a jamais développé des liens interactifs avec les lieux d'expertise. Contrairement aux pratiques des parlements européens, les lobbies traditionnels ont toujours été assez bien contrôlés et obéissent au règlement du Parlement français à une déontologie éprouvée. Ils relèvent de l'interdit. Leur sempiternel amendement qui passe, lorsqu'ils passent le filtre, reconnaissable à leur multiplicité et à l'encombrement qu'ils provoquent les lois de finances, ne survivent que rarement au verdict de l'article 40, mais on connaît ça. Les parlementaires fréquentent assez peu les think tanks, lesquels ne sont pas légion en matière de finances publiques et restent une influence très modérée auprès des commissions des finances. Ainsi que nous pouvons le voir, l'expertise du Parlement sous ses formes diverses conserve de très larges marges de progrès, quand bien même elle ne serait pas la panacée du contrôle et de l'influence. Mais au moment où le Parlement s'y intéresse, elle est déjà atteinte par le sentiment de défiance que nous avons décrit. L'exécutif semble, quant à lui, vouloir pallier ce phénomène en créant des comités théodultes qui sont d'ailleurs très souvent chapeautés par des experts ayant vocation à transformer le citoyen en un autre expert. Outre le fait que ces expédients sont loin de réhabiliter la légitimité de la décision et de conforter les institutions et leurs représentants, ils ne contribuent pas à la transparence ni à l'élaboration d'une délibération sociétale saine. Et j'en viendrai à ma conclusion, la solution est sans doute à rechercher ailleurs
et rejoint notre questionnement initial visant à réconcilier l'information et l'influence pour aboutir à une décision qui soit légitime sans perdre l'efficacité voulue. Appliquée aux finances publiques, elle réside à mon sens dans la lisibilité pour tous les acteurs qui y contribuent, et en cela je partage la vision à la fois commune au premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, et au président du Fonds d'Afrique, Michel Bouvier. Cette articulation est suffisamment bien décrite dans la revue des finances publiques de mai 2022 consacrée aux 20 ans de la LOLF, pour laquelle je ne ferai qu'un développement succinct ici en vous y renvoyant. Après avoir mesuré les limites des moyens de contrôle du Parlement et l'efficacité très modeste de la pratique des procédures en place, ces brillants auteurs d'ailleurs conviennent tous deux à l'essoufflement de nos institutions et leurs propositions convergent. L'influence du Parlement et par là même l'équilibre de notre République passe par la qualité du débat public. Cette affirmation implique une nouvelle gouvernance des finances publiques. Cette qualité s'exprimera d'une part par une expertise renforcée des acteurs, mais plus certainement par la création d'une instance pérenne de concertation pour la maîtrise des finances publiques, regroupant tous les acteurs des finances publiques dans une vision globale des finances publiques et fixant en loi de programmation les règles de partage des impôts et des ressources de la nation dans une démarche participative et consensuelle. On y arrive dans certaines autres des démocraties qui sont autour de nous. Faute de quoi, compte tenu des rapports de force institutionnelle, l'influence du Parlement continuera à se mesurer dans le meilleur des cas à l'aune des concessions que l'exécutif consentira à l'opposition à raison des équilibres électoraux comme nous les vivons actuellement. Je ne suis pas certain que cette seule influence soit de nature à satisfaire à terme le citoyen et le peuple, dont le Parlement doit être la représentation. La mise en œuvre d'une telle gouvernance financière doit devenir l'objectif à très court terme pour notre République. Il en va de notre démocratie. Je vous remercie pour ce moment. Merci beaucoup pour cet exposé très détaillé et exhaustif. Je sais que tu as un train pour moi, je te laisse partir, n'en dis pas plus. Et enfin, merci infiniment. Je crois qu'on a tous apprécié ton. Merci. Je vais tout de suite passer la parole à un autre intervenant qui a aussi un train. C'est Fabien Boutini, qui va nous parler de lieux d'influence beaucoup plus compliqué de faire passer. Oui, alors à la fois compliqué et exotique. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Mes excuses par avance pour mon départ précipité qui ne saurait plus tarder. Alors, pourquoi est-ce que je veux vous parler du point de table et du couloir comme véritable lieu de pouvoir? Eh bien, en fait, depuis que je suis étudiant, il y a cette citation de Jacques Chaban-Delmas qui date de 1961 qui trotte dans ma tête, c'est le Parlement serait devenu, sous la Ve République, une chambre d'enregistrement. Parce que dire que c'est une chambre d'enregistrement, ça suppose qu'il enregistre des décisions qui sont prises ailleurs, et on se pose forcément la question de savoir où les décisions sont véritablement prises. Et il m'a semblé, en tant qu'observateur de la vie politique depuis quelques années maintenant, le point de table et le couloir pouvaient apparaître comme deux lieux privilégiés complémentaires de la fabrique du droit. Et je remercie donc la FONAFIP et l'Assemblée nationale de me donner l'occasion d'y réfléchir devant vous maintenant. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que, effectivement, point de table et couloir jouent un rôle dans la fabrique du droit? Si on regarde quelle est la position de certaines autorités politiques sur la question, on pourrait penser que non, puisque un usage politique de ces espaces est parfois condamné, notamment dans la presse, mais malgré tout, on peut constater qu'il s'agit d'une utilisation politique de ces droits qui reste à la fois, enfin, à certains égards, plébiscitée. Alors, les pratiques, certaines pratiques de ces espaces sont parfois condamnées. J'ai trouvé quelques exemples de retours d'expérience qui vont en ce sens. Le coin de table, par exemple, a pu être présenté comme une très très mauvaise méthode de décision, entre guillemets, en politique. Alors, le coin de table, forcément, on y pense, parce que si on regarde ce qui se passe dans le monde des affaires, le coin de table, c'est un espace décisionnel fréquent. On sait, par exemple, que l'acronyme BRICS, vous savez, pour le
Brésil, Russie, Inde et Chine auraient été inventés par un banquier d'affaires sur un coin de table, et on sait que le coin de table, dans le business, sert de support à la conclusion de contrats souvent faramineux. C'est vraiment un usage quotidien qui est fait du lieu. Mais on sait aussi, grâce à Arnaud Montebourg, que le coin de table est utilisé en politique, puisque interrogé par un journaliste sur la question de savoir à quoi sert de fabriquer des réformes arrachées sur un coin de table, votées par une majorité Godillot, Arnaud Montebourg répondait qu'il était difficile de faire autrement, parce que, je cite, le système est ainsi fait. Alors, cette pratique de cet espace, bien évidemment, est dénoncée, je vous le disais. Alors, dénoncée par qui? Alors, par l'opposition. C'est à Xavier Bertrand, en réalité, qu'on doit, au moment de l'adoption de la réforme territoriale, d'avoir présenté le coin de table comme une très très mauvaise méthode de décision. Mais peut-être plus surprenant, on se rend compte que la majorité aussi, par moment, dénonce l'usage politique de cet endroit. Alors, il s'agit de le faire tantôt pour justifier l'impossibilité d'aller vite sur certains sujets. Alors là, j'avais trouvé, par exemple, une citation de Laurent Fabius qui expliquait au moment de la COP 21 qu'il n'était pas possible, d'imposer une trajectoire carbone qui aurait été décidée sur un coin de table. Mais on utilise aussi l'image du coin de table parfois pour décrédibiliser la politique de la majorité d'hier. Et là, j'ai trouvé une très belle citation d'un ministre de l'économie qui, à l'ancienne majorité d'hier, en plein hémicycle à l'Assemblée nationale, disait ceci, sous forme de reproche bien évidemment: c'est sur un coin de table que vous avez rédigé l'affaire des 35 heures, c'est sur un coin de table que vous avez rédigé l'affaire des emplois jeunes, et c'est sur un coin de table que vous avez rédigé un projet politique et social qui est aujourd'hui caduc. Vous pourrez aller vérifier, c'est une citation exacte, donc vous voyez bien. Le coin de table, pour faire simple, c'est pas le bon lieu de la fabrique du droit. Des reproches similaires sont faits pour le couloir, qui lui a pu être présenté comme un espace invraisemblable de décision. Alors ici, c'est plutôt l'opposition quand même qui dénonce l'usage politique qui peut être fait du couloir. Alors cet usage politique est à ne pas confondre avec l'activité de lobbying des représentants d'intérêt. Ici, c'est pas tant le travail qu'on appelle de couloir de ces représentants d'intérêt qui m'intéresse, que plutôt ce qu'on peut appeler la diplomatie de couloir qui est opérée par des représentants politiques et qui consiste en réalité à régler certains problèmes entre deux ports. Enfin, c'est comme ça que ça se passe. Alors, un tel usage politique du couloir a pu être mis en lumière. Alors, pas fréquemment quand même, mais lors de quelques scandales, notamment si on remonte à 2018 à l'affaire Benalla, on se rend compte que les ténors de l'opposition avaient alors critiqué les ministres des Relations avec le Parlement pour avoir été présents à l'Assemblée nationale, mais pas dans l'hémicycle. Alors ce qui est assez intéressant, parce qu'il faut savoir que le ministre des Relations avec le Parlement, il est parfois présenté comme le ministre de l'ombre et des couloirs. Or, ce que reprochait l'opposition, eh bien c'est le député communiste Pierre Daréville qui nous l'explique. Il disait en plein hémicycle: nous avons aperçu le ministre dans les couloirs. Ce qui est étonnant, parce qu'il était dans l'hémicycle, lui. Donc le ministre dans les couloirs, ce qui est étonnant, sans doute n'est-il pas ici au titre de ses fonctions de secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, mais de chef de parti, sous-entendu, pour resserrer les rangs de la majorité en cas de vote. Donc vous voyez, si je m'en tenais là, eh bien, le couloir, le coin de table en politique, ce sont de mauvaises choses, mais quand vous réfléchissez, vous vous rendez compte qu'en creux, toutes ces critiques confirment qu'en réalité, un usage politique est fait de ces espaces, et c'est pourquoi leur usage politique est malgré tout plébiscité. Alors plébiscité, pourquoi? Ils apparaissent tantôt comme des espaces d'impulsion des réformes et tantôt comme des espaces de facilitation des réformes. Alors des espaces d'impulsion, mon grand regret, je fais un travail de terrain sous forme d'interview, mais je n'ai pas eu de retour d'expérience significative, ça devra peut-être, sur des exemples de réformes qui auraient été décidées entre deux portes comme ça par des décideurs politiques. Par contre, il y a des exemples célèbres qui intéressent les finances publiques pour un tel usage du coin de table. Alors,
deux exemples très rapides. Le premier, qui nous vient d'outre-Atlantique, c'est le fameux effet L'Affaire, du nom de la courbe qui a été dessinée en 1974 sur une nappe par un économiste devant un futur vice-président américain pour illustrer l'adage « trop d'impôts tue l'impôt ». On peut trouver sur Internet une image de la nappe qui est au musée d'histoire américaine maintenant. Et alors cette nappe, ce dessin est loin d'être anodin puisqu'il aurait inspiré des réformes fiscales ultérieures aux États-Unis, et certains spécialistes disent qu'en réalité cet effet L'Affaire, il a aussi inspiré certaines réformes fiscales en France. Et puis le deuxième exemple que je voudrais donner, c'est un exemple plus hexagonal, c'est ce qu'on peut appeler en comparaison l'effet Guy Abeille, du nom de l'inventeur du concept des 3%, puisque l'intéressé a lui-même expliqué qu'en réalité, c'est François Mitterrand qui avait demandé une règle qui fasse sérieux pour pouvoir justifier sa politique aux Français, et que donc c'est de là qu'était née la règle des 3% qui avait été décidée sur un point de table. Donc, vous voyez que là, on ne peut pas faire mieux, ça intéresse les finances publiques, ça montre bien que l'endroit est un espace d'impulsion de réformes politico-juridiques importantes. Mais ce sont aussi des espaces de facilitation des réformes, qui peuvent donner lieu à un usage que je peux qualifier de transpartisan ou à un usage plus partisan. Alors c'est ça qui est assez intéressant. Alors ces espaces donnent lieu parfois à un usage transpartisan quand il s'agit de fédérer au-delà de la majorité pour obtenir un consensus le plus large possible sur l'adoption d'une réforme. Et ici, on va par exemple donner l'exemple de la loi Sauvadet de 2012. Alors, a priori, c'est une loi de réforme de la fonction publique, mais on peut faire le lien avec les finances publiques parce que derrière, c'est l'idée d'efficientisation des dépenses publiques qui se retrouve. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de l'adoption du texte, eh bien, certains articles étaient contestés. Et ce qui s'est passé, c'est que le ministre qui portait le projet a décidé de réunir autour d'une table des représentants de l'opposition. Alors, l'histoire ne me dit pas si tous les partis d'opposition de l'époque ont été réunis sur la table, ou seulement certains, mais du moins certains ont été réunis autour de la table, et puis on s'est mis d'accord sur la rédaction finale des articles qui restaient controversés, et finalement le texte qui a été adopté, eh bien, c'est le texte qui résultait de ces arbitrages. S'agissant du couloir, eh bien, on peut penser que l'importance stratégique du lieu est par exemple mise en lumière ici à l'Assemblée nationale par le fait qu'on n'y accède pas librement. Hein. L'accès du couloir est réglementé parce que justement c'est un lieu redoutable pour la décision politique. Seules les personnalités du moins accréditées peuvent y entrer, comme on retrouve le ministre des Relations avec le Parlement, et il y rentre notamment pour essayer de trouver des points de convergence avec l'opposition. L'idée, c'est de rallier des voix, surtout quand l'estimation du rapport de force montre qu'une frange de l'opposition pourrait faire échouer une réforme portée par la majorité et souhaitée par l'autre frange de l'opposition. Et de ce point de vue-là, on se rend compte qu'un endroit stratégique ici à l'Assemblée nationale pour la prise de décision politique, c'est la buvette. C'est la buvette, évidemment. On verrait peut-être en repartant, on regarderait d'un autre œil. Alors, le coin de table donne aussi parfois lieu à un usage plus partisan, hein, lorsqu'il s'agit de resserrer une majorité autour d'une réforme politiquement sensible. Alors, on parlait en 2005, par exemple, de la réforme du mode de perception de la redevance audiovisuelle. Alors, si j'ai bien compris, cette réforme, elle a été arrêtée lors d'un déjeuner, mais justement qu'avec des membres de la majorité. Alors, il y a d'autres exemples qui vont dans le même sens. Et puis, en réalité, dans l'affaire Benalla, ce que l'opposition reprochait au ministre des Relations avec le Parlement, c'est effectivement d'avoir été dans le couloir pour resserrer la majorité, pour qu'elle fasse bloc face au scandale. Donc, ça montre bien ici l'usage parfois partisan qui est fait du lieu. Alors, une conclusion très rapide. Le but de ce propos, c'est pas du tout de dire qu'il faut réglementer l'usage de ces espaces. À mon avis, c'est pas du tout comme le lobbying, des représentants d'intérêt, c'est pas des choses qu'il faut réglementer. D'ailleurs, je suis même pas certain qu'il soit souhaitable de les réglementer. Ça fluidifie la prise de décision politique. Ce qui est intéressant, à mon avis, à travers de cette brève étude, c'est de montrer que le droit qu'on
étudié dans la faculté de droit, n'est plus en réalité pas tout. Il ne faut pas négliger ce qu'on appelle l'infra-juridique et son importance dans la fabrique du juridique. Je vous remercie. Merci beaucoup Fabien pour cet exposé rapide mais senti. Je te signale que de l'affaire, en fait, c'est un économiste français, Jules-Émile Dupuy, qui l'avait inventé à la fin du 19e dans un article de la revue des Ponts et Chaussées. C'était une fake, cette histoire. Merci beaucoup. Je passe tout de suite la parole c'est à toi qu'on passe la parole. Donc, je te passe tout de suite la parole à Philippe, parce que toi aussi tu as quelque chose. Philippe Josse, qui a aussi une réunion au Conseil d'État. Voilà. Je ne sais pas si ça marche. Ça marche? Voilà, là ça marche. Merci. Oui, peut-être. J'aimerais bien réagir, d'abord, avant de commencer mon propos, à ce qui a été dit sur les 3% de déficit. Mais malheureusement, M. Bottigny est parti. Oui. Bon, parti. Mais je réagis quand même. Voilà. Je ne suis pas complètement sûr que cette affaire ait été inventée sur un coin de table. En tout cas, si elle l'a été, ça ne veut pas dire qu'elle n'a aucune logique. Hein. Ça a même une logique extrêmement forte. Au moment où a été adopté le traité de Maastricht, avec donc la fameuse règle de limitation à 3% des déficits publics tolérés, au moment où le traité de Maastricht a été adopté, la dette publique dans l'ensemble des États membres de la zone euro, elle était en moyenne de 60% du PIB. Et les auteurs du traité de Maastricht étaient évidemment à la recherche de règles budgétaires pour éviter que, sous le paravent de la monnaie commune et unique, les États se mettent à faire n'importe quoi sur le front budgétaire. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, à 60 points de PIB, de dette publique, il ne se passe pas de catastrophe. Donc, au fond, s'il ne se passe pas de catastrophe à 60 points de PIB de dette publique, trouvons une règle qui garantisse que ce niveau va se perpétuer et ne va pas exploser. Et à l'époque, les conditions de température et de pression économique faisaient que le taux de croissance du PIB en valeur, prix plus volume, c'était à peu près 5% par an. Ça veut dire qu'un PIB qui faisait 100 €, au bout d'un an, il faisait 105 €. Donc, une dette publique qui faisait 60 € rapportée à un PIB de 100, ça fait 60% de dette publique rapportée au PIB. Et si la dette publique passe à 63 €, à savoir 60 de dette initiale et 3 points de déficit supplémentaire, ça fait 63, le PIB fait 105, et je vous le donne en 10 000, 3/5, c'est la même chose que 60%. Voilà. Bien. Donc, avec ces conditions-là, vous stabilisez la dette publique par rapport au PIB. Alors voilà, ceci dit, c'est quand même pas de l'arithmétique de sophistication extravagante. Donc peut-être que ça a été trouvé sur un coin de table. Mais c'est pas pour autant qu'on peut s'en servir pour dire que cette règle serait purement arbitraire et aurait été jetée comme ça comme un gadget. C'est pas complètement le cas. Voilà. Alors évidemment, ça marche avec 60 points de dette publique par rapport au PIB. Vous connaissez tous le théorème de Ligrogne. Plus il boit, plus c'est difficile de le saouler. Vous faites le calcul, quand vous êtes avec une dette publique qui fait 115 points de PIB, le déficit stabilisant, il est beaucoup plus gros. Ça ne veut pas dire qu'il va pour autant être soutenable. Bien, alors j'en arrête avec ces considérations de finances publiques pour vous parler de l'influence des avis du Conseil d'État dans ce même domaine des finances publiques. Qui dit avis et qui dit influence dit qu'on parle du rôle consultatif du Conseil d'État. Pour mémoire, il en a deux autres. Il a un rôle de réflexion, mais dans ce contexte-là, dans ce cadre-là, il ne rend pas des avis, mais des rapports. Hein.
Ça a été évoqué tout à l'heure à propos de l'évaluation. C'est l'un des thèmes des rapports publics annuels du Conseil d'État de ces dernières années, l'évaluation des politiques publiques. Et puis il y a évidemment un rôle juridictionnel qu'on ne peut pas complètement passer sous silence, notamment parce que pour s'en tenir au seul domaine des finances publiques, le contentieux fiscal, il est sous la houlette du Conseil d'État, et on voit bien que par ce biais-là, il y a aussi un impact sur les finances publiques, et c'est un impact qui ne relève pas de l'influence, mais de la décision, parce que quand le Conseil d'État juge, il rend des décisions. Une fois que j'ai rappelé ça, pour pouvoir apprécier la nature de l'influence du Conseil d'État dans son rôle consultatif en matière financière publique, je vous propose de faire ça en 2 temps. D'abord, je vais brièvement vous rappeler comment ça marche de manière générale, ce rôle consultatif, et puis ensuite on va injecter les spécificités de la matière finance publique et on va voir si ça modifie fondamentalement ou pas la nature de l'influence que le Conseil peut exercer. Alors je rappelle que ce rôle consultatif, il est prévu par la Constitution, s'agissant des projets de loi et des propositions de loi, article 39, et que s'agissant des projets de loi, le Conseil d'État, c'est la dernière étape du processus, avant le Conseil des ministres, et dépôt devant la première assemblée saisie. Et sa consultation est strictement obligatoire. Ça a été jugé par le Conseil constitutionnel. S'il y a défaut de consultation du Conseil d'État, soit sur un texte dans sa totalité, soit sur telle ou telle disposition qui aurait été ajoutée après qu'il a été consulté, alors il y a inconstitutionnalité, soit du texte, soit de la disposition. Dans ce rôle consultatif, c'est d'ailleurs l'intitulé de mon intervention, et quel que soit le texte examiné, on dit que le Conseil d'État rend des avis. Alors, ce terme d'avis, il renvoie effectivement au caractère consultatif, non décisionnel, et on va voir ce que ça signifie, mais en fait, il est un peu impropre, parce que le principal office du Conseil d'État en matière consultative, c'est de produire des textes. C'est de produire un texte. Et donc, quel que soit, qu'il soit saisi d'un décret, d'un projet de loi, d'un projet d'ordonnance, le Conseil d'État a vocation à produire son texte. Et ça se passe, là aussi, quel que soit le texte dont il est saisi, toujours de la même manière. Désignation d'un, ou pour les textes les plus importants, plusieurs rapporteurs, première étape. Deuxième étape, le rapporteur prépare un projet de texte dans lequel il réécrit, ou pas s'il y a lieu, d'ailleurs il peut y avoir des textes gouvernementaux qui soient parfaitement rédigés et qu'il n'y ait pas lieu de réécrire. Mais bon, en tout cas, il élabore son projet de texte avec un rapport explicatif à l'appui. Troisième étape, examen collégial, avec 2 niveaux. Un niveau qui est celui de la section et un niveau qui est celui de l'Assemblée générale. Alors il y a des parlementaires ou d'anciens parlementaires dans la salle. Ça rappelle furieusement la manière dont le Parlement fonctionne. Je dirais même que c'est la copie conforme, avec probablement une logique profonde. C'est vraisemblablement une manière efficiente de travailler, que de confier l'ouvrage d'abord à quelqu'un qui se concentre dessus, puis ensuite de le soumettre au crible de la collégialité et du débat contradictoire. Alors cet examen collégial, dans son premier niveau, il est opéré par ce qu'on appelle une section. Le Conseil d'État, il y a 5 sections, dont la section des finances à laquelle j'appartiens. Si je prends l'exemple de cette dernière, elle comporte, selon les époques, entre une grosse quinzaine et une petite vingtaine de membres. Voilà, c'est ça le volume de cette formation. Et puis, pour les textes les plus importants, il y a un second niveau qui s'appelle l'Assemblée générale. Ce qui diffère avec les assemblées parlementaires, c'est l'angle d'approche. Les assemblées parlementaires, elles s'occupent de juridique, mais elles s'occupent aussi d'opportunités. C'est même leur vocation première que d'examiner les choix faits par le gouvernement et, le cas échéant, de les rejeter, de les critiquer. Ça n'est pas l'angle d'approche du Conseil d'État. Dans son office consultatif, le Conseil d'État est avant tout un conseiller juridique et il ne s'occupe pas de l'opportunité des choix gouvernementaux, il ne s'immisce pas dans le choix des objectifs. Et plus précisément, cet office, il se décline sous 3 angles.
Premièrement, contrôle de la sécurité juridique du texte, et ça renvoie en fait à un contrôle de sa conformité aux normes supérieures. Alors quand il s'agit de projet de loi, c'est la Constitution, ce sont les lois organiques, ça peut aussi être le droit conventionnel et communautaire. Et ça, c'est l'aspect le plus important de l'office consultatif du Conseil d'État. Deuxième niveau d'analyse, lui, il est d'ordre légistique. Conformité aux règles de rédaction, intelligibilité, cohérence avec le droit existant. Voilà, ça c'est le paquet que je qualifierais de légistique. Et puis il y a un troisième niveau d'analyse qui relève de ce que nous on appelle la bonne administration. Alors on pourrait penser que ça confine à l'opportunité, pas complètement. Par exemple, c'est cette procédure que vous nous proposez, est-ce qu'elle va marcher? Ça c'est de la bonne opportunité, c'est de la bonne administration, c'est pas de l'opportunité. Cette procédure est-elle trop compliquée ou au contraire trop simple avec l'omission d'étapes essentielles de contrôle? Voilà, c'est ce paquet-là qu'on appelle la bonne administration. Dernier point, avant d'évoquer les spécificités de la matière financière par rapport à ce schéma d'ensemble que je viens de décrire, il faut rappeler que les travaux du Conseil d'État sont confidentiels. Mais il y a quand même une inflexion extrêmement importante qui a été apportée en 2014 par le gouvernement de l'époque et qui n'a jamais été démentie depuis, c'est que pour les projets de loi, les avis sont rendus publics. Alors, pour les projets de loi, sauf si. Et effectivement, il y a dans le sauf, et je vais m'en expliquer, il y a, et c'est l'exception la plus importante, les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale. Donc, au total, une fois qu'on a décrit le process, on peut essayer de mesurer l'influence. Alors d'abord, le terme est bien choisi. Et effectivement, cette intervention est positionnée dans la bonne table ronde. Parce qu'il ne s'agit pas de pouvoir, comme on a pu l'évoquer dans la première table ronde, et il ne s'agit pas non plus d'échange et de... Voilà. Il s'agit bien d'influence. En effet, rien n'oblige le gouvernement à suivre le texte proposé par le Conseil d'État. Rien n'y oblige. Pour les textes les plus importants, c'est même formalisé. Une fois que le texte sort du Conseil d'État, il y a ce qu'on appelle la réunion de relecture, qui se tient à Matignon sous la présidence du secrétaire général du gouvernement et qui statue sur le texte du Conseil d'État en disant ah ben là on reprend notre texte, là oui on prend ce qu'ils ont fait, et puis le cas échéant, il est possible même d'élaborer des rédactions de compromis, enfin au moins pour les lois. Pour les décrets c'est pas possible, je ne rentre pas dans la cuisine, mais il y a ce qu'on appelle les questions de tiers-texte qui l'excluent. Donc voilà, le Conseil d'État peut avoir de l'influence, il n'a pas de pouvoir décisionnel quand il est dans son rôle consultatif. Alors pour autant, la plupart du temps, j'ai évidemment pas de statistiques à vous donner, mais le Conseil d'État accepte les inflexions proposées par le Conseil. Pour tout ce qui relève de la légistique et de la réécriture, c'est quasi systématique. D'ailleurs, c'est fait en liaison étroite avec les administrations. Il faut bien comprendre que c'est un travail qui est partenarial. Hein. Donc les rapporteurs travaillent avec les commissaires du gouvernement, et pour tout ce qui relève de la légistique et de la réécriture, ce que fait le Conseil d'État est pris par le gouvernement. C'est moins évident pour les débats sur les questions de conformité aux normes supérieures. Là, le gouvernement peut avoir sa propre opinion et considérer que son risque d'inconstitutionnalité, de contrariété avec le droit communautaire, etc., n'est pas aussi grand que ce que prétend le Conseil d'État. Il peut aussi se ranger à l'avis qui lui a été proposé et soit modifier son texte pour le mettre dans les clous, soit, le cas échéant, y renoncer. C'est rare, mais ça arrive. Et au total, quand il s'agit de mesurer une influence, je dirais que la difficulté pour le Conseil d'État, elle vient surtout du fait que le volume des textes adoptés par le Parlement et promulgués par le président de la République n'a plus rien à voir avec le volume des textes qui lui sont soumis. Je prends l'exemple des 3 dernières lois de finances. 2022, 48 articles vus par le Conseil d'État, 213 au final, x4.
2021, c'est pire. 58 vus au Conseil d'État, 271 au final. Et LFI 2020, 80 articles vus par nous, 280 au final. Donc vous voyez, on oscille entre un tiers et un quart de dispositions vues. Tout ça parce que les textes sont enrichis de manière considérable au cours du débat parlementaire. Alors il y a deux facteurs à ça. Un facteur pour lequel il n'y a absolument rien à dire, qui est l'initiative parlementaire pure, qui s'exerce constitutionnellement et qui ne fait pas de détour par le Conseil d'État, ce serait impossible d'ailleurs, tous ceux qui ont fréquenté les hémicycles le savent, ça ne pourrait pas marcher. Et puis il y a aussi tous les amendements du gouvernement qui auraient pu peut-être être prêts un peu plus tôt et passer devant le Conseil d'État plutôt que d'être déposés devant les assemblées directement. Donc voilà. Alors maintenant, un mot pour évoquer les spécificités des finances publiques. Et on va voir si ça modifie substantiellement ce que je viens de dire pour mesurer l'influence du Conseil d'État en matière consultative. Qui dit finances publiques dit loi de finances. Alors on sait qu'on peut faire de la fiscalité en loi ordinaire, mais depuis pas mal d'années maintenant, le gouvernement a souhaité concentrer les débats fiscaux au sein des projets de loi de finances. C'est d'ailleurs une assez bonne mesure, selon moi. Et du coup, finances publiques égale loi de finances, au moins s'agissant du budget de l'État et de la fiscalité. Et qui dit loi de finances dit deux choses qui vont impacter l'influence du Conseil d'État ou pas, on va en juger. D'une part, loi de finances égale urgence et raccourcissement des délais. Et d'autre part, loi de finances égale coexistence de dispositions normatives tout à fait normales, qu'on pourrait trouver dans un autre texte qu'une loi de finances, je parlais de fiscalité qui peut parfaitement figurer en loi ordinaire, et d'articles spécifiques. Dans une loi de finances, il y a ce qu'on appelle les lettres. Les lettres, c'est des dispositions normatives classiques, et les chiffres. Et là, les chiffres, c'est très particulier. Et ça ne peut qu'un, cette particularité impacte évidemment l'office du Conseil d'État et son influence. Alors d'abord, l'ambiance d'urgence, qui n'est pas seulement une ambiance, qui est une réalité, et même une réalité ancrée dans le droit, puisque compte tenu de la nécessité d'avoir des lois de finances votées en temps et en heure, il y a tout un tas de règles qui sont prévues par les textes constitutionnels et organiques qui organisent cette urgence. Mais s'agissant du Conseil d'État, le gouvernement, il rend ses arbitrages en dépenses en juillet, ses grands arbitrages de dépenses en juillet, et en août, il y a encore sur les détails. Et sur les recettes, le volet fiscal d'un projet de loi de finances initial, il s'élabore généralement dans la seconde quinzaine d'août. En tout cas, il se finalise dans la seconde quinzaine d'août. Pourquoi ? Parce que le gouvernement attend les derniers états sur les encaissements de recettes pour pouvoir affiner sa prévision pour l'année suivante, prévision qui va évidemment commander les mesures nouvelles qu'il va prendre, que ce soit pour augmenter la pression fiscale ou au contraire pour faire des allègements d'impôts. Voilà. Et donc, le résultat de cette affaire-là, c'est que la saisine du Conseil d'État, elle s'opère entre les 10 derniers jours d'août et les 10 premiers jours de septembre. Voilà. Donc vous voyez, je prenais l'exemple de 2020, vous avez 80 articles qui arrivent fin août, début septembre, et on sait tous que le budget, il est déposé au plus tard le 1er mardi d'octobre sur le bureau de l'Assemblée nationale, et donc, et avant, il y a le Conseil des ministres, il y a un certain nombre d'étapes qui font que, au total, il y a vraiment très peu de temps. Alors comment fait le Conseil pour surmonter ce qu'on pourrait appeler cette bousculade? Il y a deux techniques. D'une part, on mobilise absolument toute la section des finances. La totalité. Donc quand vous avez 15 rapporteurs et qu'il y a 80 articles, chacun en a 6. Et après tout, 6 articles, ça s'examine en 10 jours si on ne fait que ça. Voilà. Et ça s'instruit, y compris en liaison avec les commissaires du gouvernement, encore faut-il ne faire que ça,
et que les choses soient organisées en ce sens. Et puis, par ailleurs, en septembre, la section des finances, elle siège tant qu'il faut, hein, tous les jours s'il le faut, et généralement, ça se passe sans trop de problèmes. Donc, au total, l'office du Conseil d'État que j'ai décrit tout à l'heure pour les textes quels qu'ils soient, il est le même, il est maintenu. Il y a quelques différences. La première, il n'y a pas d'avis public, je l'ai dit. Il n'y a pas d'avis public parce que, compte tenu des délais d'urgence, il n'y a pas le temps de fabriquer un avis aussi soigneusement élaboré que c'est le cas pour les lois ordinaires. On peut pas à la fois examiner le texte et faire un avis, ce serait peut-être possible, hein. Mais bon, il a été jugé que ce ne serait pas raisonnable en son temps. Deuxième différence, c'est qu'il y a un contrôle très spécifique qui s'opère en loi de finances, c'est celui des cavaliers. Bon, voilà, et ça se fait de manière beaucoup plus serrée qu'avec une loi ordinaire, parce que on sait que les dispositions cavalières, elles ont peu de chances de survivre à l'examen du Conseil constitutionnel. Donc voilà, c'est une particularité, mais au total, vous voyez, il y en a peu. Et s'il s'agissait que des articles de lettres, ce que j'ai dit sur l'influence de manière générale du Conseil d'État dans son rôle consultatif serait transposable. Il n'y a pas que les articles de lettres, il y a aussi les articles de chiffres. Et je vais finir par là. Et les articles de chiffres dans une loi de finances, je ne vous apprends rien, hein, c'est ceux qui ouvrent les crédits, avec tout l'appareil documentaire qui vient à l'appui, vous savez, les fameux bleus, hein, 1 mètre de hauteur pour la documentation budgétaire, donc c'est les articles qui ouvrent et qui répartissent les crédits, c'est les plafonds d'emploi, c'est l'article d'équilibre, pour citer les principaux articles de chiffres. Et tout ça, ça traduit avant tout des choix d'opportunité. Le fait de mettre plus 10% sur la défense, plus 5% sur la police et moins 5% sur la culture, au hasard, hein, ça pourrait aussi être l'inverse, c'est des choix d'opportunité. Vous n'y voyez pas un ordre de préférence de ma part. Ceci dit, ça m'est venu spontanément, je pense. Non, absolument pas. Donc, cet ordre de priorité, il relève évidemment de l'opportunité et il n'y a rien à dire. Alors, tout au plus, on peut dire au gouvernement, attendez, là, vous prévoyez tel niveau de crédit, vous avez fait voter il y a 2 ans une loi de programmation honorifique qui disait que ce serait beaucoup plus, vous n'êtes pas cohérent, etc. Bon, mais ça s'arrête là. Ça aussi, c'est une critique d'opportunité, parce qu'une loi peut toujours déroger à une loi. Donc, vous voyez que les articles de chiffres, il y a moins à dire sur les articles de chiffres au premier abord que sur les articles de lettres. Pour autant, le contrôle demeure, hein. Le contrôle demeure avec 2 dimensions principales. D'abord, la sincérité. Alors, la sincérité, ça concerne essentiellement l'évaluation des recettes, subsidiairement la correcte budgétisation des dépenses. Bon, c'est un contrôle pour lequel le Conseil d'État n'est pas outillé. Hein, il faut dire les choses comme elles sont. Pas plus d'ailleurs sous le contrôle de mon voisin de droite que le Conseil constitutionnel lorsqu'il est saisi de la question. Mais ce qui peut au moins être fait, c'est de vérifier à grande maille si manifestement il y a insincérité. Voilà. Et puis il y a surtout une innovation fondamentale avec le Haut Conseil des finances publiques, c'est que maintenant, quand le Conseil d'État examine ces affaires-là, il est éclairé par une institution dont c'est le rôle de les examiner et qui rend des avis extrêmement précieux. Alors, l'avis du Haut Conseil des finances publiques, c'est une formalité obligatoire prévue par un texte organique et le Conseil d'État, s'il n'a pas l'avis des finances publiques, il disjoint purement et simplement le texte, l'écarte. Et je dis bien, il ne faut pas seulement qu'on nous dise ils ont été consultés et que ce soit vrai, il faut que le Conseil d'État ait l'avis. Voilà. Et il exige d'avoir le temps de le lire, ce qui prend quand même quelques heures, parce que c'est des avis qui sont instruits et documentés. Et ça éclaire évidemment, tant pour le Conseil d'État que pour les parlementaires, surtout les parlementaires, les questions de sincérité de manière très différente. Et puis, il y a une deuxième chose qui peut intervenir sur les articles de chiffres, c'est quand même le respect des principes du droit budgétaire tel qu'édicté par la LOLF. Est-ce que, par exemple,
les articles sont correctement placés en première et en seconde partie. Vous savez qu'il y a des règles sur ce qu'on peut mettre en première partie et en seconde partie. Et quand il y a une erreur de classement, le Conseil constitutionnel invalide, annule. Donc c'est l'un des contrôles qui est opéré parmi d'autres. Autre contrôle, là je regarde des exemples présents, des choses que récemment on a vérifiées. Est-ce qu'un programme nouveau créé par un collectif budgétaire comporte bien objectifs et indicateurs? C'est obligatoire au MINALOLF, et ce programme, s'il ne comporte pas ça, eh ben, il n'est pas constitutionnel, il n'est pas conforme à la loi organique. Donc c'est un contrôle qui est opéré. Autre exemple, sous quelles conditions une inscription de crédit sous forme de provision peut-elle ou pas respecter le principe de spécialité des crédits? Vous savez que les crédits sont spécialisés par politique publique. Si on fait une provision générale et globale, alors ça peut avoir des vertus, mais il ne faut pas que ça aille trop loin, parce que sinon, évidemment, ça méconnaît le principe de spécialité des crédits. Voilà les exemples de contrôle par rapport au principe du droit budgétaire qui peuvent être opérés quand même sur les articles de chiffres. Donc voilà, j'en ai terminé, j'ai déjà beaucoup trop parlé, et si je devais conclure, je dirais que la principale différence entre le contrôle, l'influence du Conseil d'État dans son rôle consultatif en matière de loi de finances comparée au reste des textes, elle tient au fait que, s'agissant des articles de chiffres, les curseurs, les questions d'opportunité sont beaucoup plus prégnantes que pour les autres types de dispositions, et c'est ça la différence principale. Mais pour tout le reste, ça fonctionne de la même manière, et il n'y a pas de spécificité de la matière financière publique, il n'y a pas lieu qu'il y en ait, et je pense que c'est tant mieux. Merci. Merci beaucoup Philippe pour cet exposé extrêmement complet, mais clair et pédagogique. Clair et pédagogique et vraiment complet, parce que je crois qu'on a compris, tu connais le processus budgétaire du début à la fin. Tu as été directeur de cabinet du ministre et directeur du budget avant d'être au Conseil d'État. Merci beaucoup Philippe. Je vais immédiatement passer maintenant la parole à Gérald Sutter, qui va nous parler d'une autre institution et qu'il connaît bien, le Conseil constitutionnel. Merci, Monsieur le Président. Donc, est-ce que le Conseil constitutionnel est un influenceur? Pour poser la question en ces termes, c'est répondre plutôt par la négative spontanément. Pour autant, j'aurais fait les mêmes remarques un peu en sens inverse que Philippe Josse pour dire que le Conseil constitutionnel lui rend des décisions, pas des avis, comme le Conseil d'État, et donc on pourrait s'interroger pourquoi parler d'influence à son égard, mais en réalité, lui aussi a bien sa place dans cette table ronde-là, puisque, certes, il rend des décisions, mais ces décisions, ça n'est qu'un petit élément d'une décision plus vaste, qui est la décision financière publique, qui est prise généralement sous forme d'une loi de finances ou d'une loi de financement de la sécurité sociale. Alors, pour répondre à la question posée, et prendre la mesure du rôle du Conseil constitutionnel dans l'exercice du pouvoir financier public, je me concentrerai sur la période la plus récente et arbitrairement j'ai choisi ces 10 dernières années. Et sur cette période, je pense qu'on peut, dans un premier temps, avoir l'impression ces derniers temps d'une forme d'influence un peu plus limitée, voire un peu en recul par rapport à d'autres périodes, c'est ce que je verrai dans un premier temps. Mais en réalité, si on prend un petit peu de hauteur, on pourra se rendre compte, au contraire, que l'influence du Conseil constitutionnel est non seulement bien réelle, mais durable. Alors d'abord, l'impression d'une influence limitée, voire en recul sur la décision financière publique, on peut l'étayer en prenant deux champs d'intervention du Conseil, la matière fiscale et le respect des règles organiques qui s'imposent au pouvoir financier public. En matière fiscale, je me bornerai à deux exemples. Le premier, c'est la jurisprudence sur l'impôt confiscatoire, dont on parlait d'ailleurs tout à l'heure Guillaume Robert au titre des aléas qui peuvent parfois peser sur les décideurs, puisque en 2012, peu après l'élection de François Hollande, le Conseil constitutionnel
fait évoluer sa jurisprudence en matière d'imposition confiscatoire et en gros, sans rentrer dans les détails, la durcit. Et ça se traduit par des censures en 2012 dans la loi de finances pour 2013 et la loi de finances rectificative pour 2013. Mais si on fait le bilan de cette jurisprudence maintenant, c'est-à-dire 10 ans plus tard, là on a plutôt une sorte de sentiment de recul ou de cantonnement de cette jurisprudence, puisque à part ces deux censures retentissantes, il ne s'est plus rien passé en la matière, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de censure du Conseil constitutionnel sur ce terrain. On a même vu dans des QPC des griefs rejetés par le Conseil constitutionnel avec des taux d'imposition parfois à plus de 73%. Au motif qu'il s'agissait de revenus particuliers qui avaient été distribués dans des conditions irrégulières ou occultes. Et puis, on n'a pas vu non plus d'application de cette jurisprudence à l'égard des entreprises. Théoriquement, cette jurisprudence sur le confiscatoire s'applique aussi aux sociétés, mais comme il est bien difficile de savoir ce que sont les facultés contributives d'une société, il n'y a jamais eu de jurisprudence conclusive là-dessus. Et on a même une décision QPC de 2020, une question prioritaire de constitutionnalité, qui juge inopérant et grief sur ce terrain à propos de la redevance d'archéologie préventive que devaient payer certaines entreprises. Alors ça, c'est un premier exemple. L'autre exemple qu'on peut donner toujours en matière fiscale, c'est la jurisprudence sur les discriminations dites à rebours ou discriminations par ricochet. Donc au départ, tout part d'une décision du Conseil constitutionnel dite Metro Holding en 2016, et une discrimination à rebours, c'est pas le Conseil qui l'a inventé, c'est plutôt un concept de droit communautaire. C'est le cas où en gros une personne, ou plus souvent une entreprise, est moins bien traitée si elle est soumise au droit purement national, au droit interne, que si elle est soumise au droit de l'Union européenne. Et donc quand parfois une même loi va devoir s'appliquer en tenant compte du droit de l'Union européenne, et puis parfois s'appliquer purement et simplement à une situation de droit interne ou dans des relations avec un pays tiers à l'Union, eh bien ça crée des différences. Et le Conseil constitutionnel a pu parfois les censurer. C'est ce qu'il a fait en 2017, là aussi après une autre alternance, peu de temps après une autre alternance, cette fois dans une QPC d'octobre 2017, où le Conseil censure une taxe dite sur la taxe des 3%, 3% sur les montants distribués, c'est-à-dire sur certains bénéfices distribués par les sociétés. Et cette censure, lors d'une décision QPC, a surpris les pouvoirs publics, en tout cas dans son ampleur et aussi dans le fait que le Conseil constitutionnel n'ait pas reporté dans le temps l'effet de son abrogation comme il le fait parfois, si bien que on peut là parler d'une influence très nette, puisqu'il a fallu éponger un trou de près de 10 milliards d'euros, d'impôts à restituer à des sociétés qui avaient été irrégulièrement prélevées. Alors, en toute rigueur, ces 10 milliards d'euros n'étaient pas entièrement imputables au Conseil constitutionnel, parce que le Conseil d'État, dans le rôle de juge fiscal qu'avait rappelé tout à l'heure Philippe Josse, avait déjà invalidé une partie de cette taxe pour justement tout ce qui concernait les échanges intra-européens, après un avis en ce sens, à titre préjudiciel, de la Cour de justice de l'Union européenne. Mais quoi qu'il en soit, cette décision du Conseil constitutionnel qui a censuré ce qui restait de la taxe, on va dire, a obligé le législateur financier à intervenir en urgence, à faire une loi de finances rectificative qui n'était absolument pas prévue, pour prendre une mesure fiscale de pur rendement, pour faire rentrer de l'argent dans les caisses. Mais là aussi, si on regarde ce qui s'est passé depuis ces décisions Metro Holding de 2016, cette décision de 2017, et qu'on regarde ce qu'il en est aujourd'hui, on voit que cette jurisprudence, elle aussi, sur les discriminations à rebours, s'est affinée, a évolué, et elle a même un peu reflué, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de QPC, de saisines du Conseil d'État qui sont remontés jusqu'au Conseil constitutionnel sur ce sujet, et qui n'ont pas donné lieu à des censures, parce que le Conseil a fait évoluer sa jurisprudence, et dans un certain nombre de situations, il a pu admettre ce type de discrimination. Je ne rentre pas dans les détails, mais il y a une vraie évolution en la matière, ce qui fait que c'est une contrainte moins forte qui pèse sur le législateur. Et récemment, il y a une QPC, par exemple, à laquelle vous pouvez vous reporter, une QPC du 14 octobre dernier, à propos d'un impôt qui s'appelle le précompte mobilier, qui frappe
certaines sociétés mères qui redistribuent des dividendes en provenance de leur filiale. Donc vous voyez, en matière fiscale, on peut parler d'une influence peut-être un peu moins forte ces dernières années. Si vous voulez donner un ultime exemple, parce qu'on a parlé de l'alternance de 2012, de 2017, depuis 2022, il n'y a pas eu de censure retentissante dans les réformes fiscales du gouvernement actuel. Par exemple, la suppression de la redevance audiovisuelle dont on a parlé tout à l'heure a donné lieu à de simples réserves d'interprétation assez molles, je dis molles sans esprit polémique, mais assez peu contraignantes pour le législateur, c'est-à-dire il faudra juste maintenir dans les années qui viennent un niveau de recettes permettant aux sociétés de l'audiovisuel public d'exercer leur mission de service public, ce qui n'est pas extrêmement contraignant. Alors, seconde série d'exemples pour essayer de mesurer l'influence du Conseil constitutionnel influence qui peut apparaître un peu en recul, c'est en matière d'encadrement organique du pouvoir financier public. Alors, le rôle du Conseil constitutionnel sur les cavaliers budgétaires, les cavaliers sociaux a déjà été évoqué tout à l'heure par Philippe Josse, et ça c'est un rôle qui ne se dément pas. La preuve c'est que lors des dernières lois de finances pour 2022 et même pour la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, les seules censures qu'il y a dans ces lois, ce sont des censures de cavaliers budgétaires, cavaliers sociaux, c'est-à-dire des dispositions dont on juge qu'elles n'ont pas leur place dans ces textes-là. Mais ces règles sont définies par la loi organique, et donc le législateur organique lui-même peut les faire évoluer, et il ne s'est pas privé de le faire, par exemple dans la dernière réforme de la LOLF qui a eu lieu en décembre dernier, en décembre 2021, et même chose dans une loi organique de mars 2022 pour les lois de financement de la sécurité sociale, puisque là les dispositions organiques du Code de la sécurité sociale ont également été modifiées. Et dans les deux cas, on peut voir un certain nombre de modifications qui visent à revenir sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel pour éviter des censures de cavaliers et en gros élargir un petit peu le domaine des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale, donc pour faire pièce à des censures qui avaient eu lieu quelques années auparavant, par exemple sur les questions de savoir si en dépenses on peut mettre des dispositions qui ont des effets au-delà de l'année concernée par la loi de finances. Et de la même façon, sur les prélèvements sur recettes, par exemple, il y a eu une censure en 2019 d'une loi ordinaire qui institue un prélèvement sur recettes au profit de la Polynésie française, au motif que ce prélèvement était insuffisamment défini dans sa destination, on ne savait pas trop à quoi il servait, donc il y avait une censure du Conseil constitutionnel sur ce terrain. Et bien là, dans la loi organique de décembre 2021, cette exigence que lorsqu'on crée un prélèvement sur recettes, il faille préciser suffisamment finement sa destination, cette exigence a été supprimée par le législateur organique. Il n'y a plus qu'à évaluer le montant du prélèvement sur recette, mais pas forcément sa finalité. Donc c'est pour dire que l'influence du Conseil constitutionnel, elle dépend aussi des réactions du législateur organique, évidemment dans le respect de la Constitution. Si jamais le législateur organique allait trop loin à certains égards, là pour le coup, le Conseil constitutionnel pourrait lui-même le contrecarrer. Mais tant qu'il reste dans le respect de la Constitution, c'est un moyen de limiter le rôle du Conseil constitutionnel. Alors, est-ce à dire, avec tout ce que j'ai dit, que cette influence est négligeable? En réalité, certainement pas, si, comme je le disais tout à l'heure, on prend un peu de hauteur, et notamment si on regarde comment s'exerce le pouvoir financier public aujourd'hui, et tel que l'a décrit en introduction le professeur Bouvier. Je pense que, selon moi, la décision du Conseil constitutionnel la plus importante de ces 10 dernières années, ça n'est ni sur une loi de finances, ni dans une QPC, c'est une décision sur un traité international. C'est la décision de 2012 sur le traité dit le pacte budgétaire européen, le TSCG, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l'Union économique et monétaire. Donc décision du 9 août 2012 qui à mon avis est la plus importante parce que c'est de cette jurisprudence que découle tout le système de décision financière publique que l'on connaît aujourd'hui. Donc je passe rapidement sur le contenu même de la décision, mais juste pour rappeler que saisi par le président de la République de la question de savoir si ce traité, le TSCG, nécessitait ou pas une révision de la Constitution pour le faire entrer en vigueur, c'est-à-dire pour le ratifier, le Conseil constitutionnel répond que non, pas forcément, il ne faut pas forcément de révision,
puisque selon lui, il y a deux façons de transposer en droit interne les exigences en matière de discipline budgétaire qu'introduit ce traité, notamment la nécessité d'avoir un déficit public structurel qui n'excède pas 0,5 points de PIB. Le Conseil constitutionnel dit qu'il y a deux voies. Il y a une première voie contraignante pour le législateur financier annuel avec des règles supérieures à l'autorité de la loi, auquel cas ça supposerait une révision de la Constitution. Mais il y a aussi, et c'est là tout l'apport de la décision, qui n'allait pas de soi à la lecture du traité, une autre voie d'application de ce traité sans mettre en place des règles hiérarchiquement supérieures au législateur financier annuel. Et si vous suivez cette voie, il est possible donc de ratifier ce traité sans réviser au préalable la Constitution, et le Conseil donne une sorte de véritable mode d'emploi de ce qu'est cette seconde branche de l'alternative, et c'est celle-ci que vont choisir les pouvoirs publics à l'époque, et c'est celle-ci en fait qui détermine le système qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire des lois de programmation des finances publiques qui ne sont qu'indicatives, des articles liminaires introduits dans les lois de finances annuelles pour faire le lien avec ces lois de finances, mais simplement un lien, on va dire, procédural, par un lien hiérarchique, un haut conseil des finances publiques qui va avoir un rôle non pas de décision mais d'éclairage. Et ce qui montre bien que tout a été déterminé à cette époque-là, c'est que, justement, si on regarde la dernière réforme de la LOLF en décembre dernier, 20 ans après sa création, on voit que c'est une réforme qui est certes importante, mais qui est plus paramétrique que systémique. C'est-à-dire que ça pousse à peu près au maximum le curseur de ce qu'il est possible de faire en matière de gouvernance financière publique à droit constitutionnel constant. Et droit constitutionnel constant, c'est-à-dire dans le cadre qu'avait tracé le Conseil constitutionnel dans cette décision du 9 août 2012. Et pour finir, et pour vous convaincre, je l'espère définitivement, de la réalité de l'influence de cette décision, on peut se livrer à un petit exercice d'Uchronie, c'est-à-dire se demander ce qui se serait passé si. Qu'est-ce qui se serait passé si le Conseil avait, comme d'ailleurs certains le pensaient, avait dit non, il faut réviser la Constitution pour mettre en œuvre ce traité, il n'y a pas d'autre façon de le faire. Alors là, de deux choses l'une. Soit cette ratification ne serait pas intervenue parce que les pouvoirs publics n'auraient pas voulu, n'auraient pas pu, faute de majorité politique. Dans ce cas-là, la France serait aujourd'hui dans la même situation que le Royaume-Uni ou la République tchèque, qui sont les deux seuls pays qui n'avaient pas signé le TSCG. Bon, entre-temps, le Royaume-Uni est même carrément sorti de l'Union. Donc la France aurait échappé à ces règles de discipline budgétaire mises en place par le traité. Elle aurait sûrement connu une forme d'isolement sur la scène internationale, sur la scène européenne en tout cas. Et sans doute aussi que des tensions seraient apparues sur les marchés financiers qui seraient inquiétés de la solidité de la zone euro. Donc tout ceci pour souligner l'importance des effets produits par la décision du 9 août 2012. Et puis à l'inverse, si une révision constitutionnelle avait pu avoir lieu, alors là, eh bien, on peut penser que le système financier public, le mode de décision en matière financière serait très différent de celui qu'on connaît aujourd'hui, puisqu'il aurait fallu mettre en place un dispositif contraignant, contrôlé chaque année probablement par le Conseil constitutionnel, pesant sur le législateur financier, donc les lois de finances, les lois de financement de la sécurité sociale. Sans doute que le poids du Haut Conseil des finances publiques serait bien plus important qu'il ne l'est aujourd'hui. La loi de programmation des finances publiques ne serait plus ce texte indicatif seulement programmatique, qui parfois est rendu rapidement obsolète par l'évolution de la conjoncture, par des changements d'orientation des pouvoirs publics. Ce serait une programmation qui aurait une vraie force normative, qui s'imposerait donc chaque année aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale, qui s'imposerait aussi aux différentes politiques sectorielles. Donc peut-être d'ailleurs que certains dans cette salle rêvent d'un tel système. Mais en tout cas, si on poursuit jusqu'à aujourd'hui ce petit exercice de reconstruction fictive de l'histoire, et pour reboucler avec l'introduction faite par Jean-René Cazeneuve tout à l'heure, on conclurait que si on était dans ce système-là, le gouvernement actuel n'aurait eu d'autre choix que d'utiliser l'article 49 alinéa 3 pour faire adopter son projet de loi de programmation des finances publiques pour 2003-2027, alors que, comme vous le savez, il y a quelques semaines, il a pu se contenter, il a renoncé à le faire et il a dû constater le rejet du texte par l'Assemblée nationale, au point qu'on ne sait pas très bien aujourd'hui si cette loi de programmation pourra être définitivement adoptée. Donc en l'état, c'est un texte dispensable. Et bon, Jean-René Cazeneuve évoquait tout à l'heure une prochaine commission mixte paritaire, mais
En tout cas, en droit pur, on peut tout à fait se passer de telles lois. Voilà. Donc, pour conclure en 2 mots sur le rôle du Conseil constitutionnel, dans l'exercice du pouvoir financier, vraiment 2 mots, je dirais que c'est un rôle discret et un rôle essentiel. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention également très claire et très suggestive aussi. Et merci pour la reconstruction que vous avez pu nous évoquer tout à l'heure. Vous aussi, vous connaissez l'intérieur puisque vous avez été chef du service juridique du Conseil constitutionnel. Je n'étais pas le chef, mais j'étais au service juridique en effet. Il y a un autre qui a été aussi au service juridique du Conseil constitutionnel et ancien également de cette maison. C'est Jean-Pierre Camby qui va maintenant nous parler des groupes de pression, des lobbies. Et ensuite, on verra la même question de l'autre côté de la Méditerranée avec Maureen Benson. Merci, Monsieur le Président. C'est avec une certaine émotion, effectivement, que je reviens ici, où j'ai passé plus de 30 ans de ma carrière, jour et nuit. Et c'est avec joie que je retrouve des visages amis. Alors, le poids des lobbies en finances publiques. De qui parlons-nous? Qu'est-ce qu'un lobby? Un lobby est un centre d'intérêt, de persuasion, d'influence, qui est mu par un intérêt qui ne serait pas l'intérêt général, mais un intérêt particulier. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Cet intérêt peut être économique, fiscal, contentieux. Mais qu'est-ce qui nous permettrait de distinguer un lobby d'un think tank? Évidemment, pas Fondafi, mais d'autres, qui cherchent évidemment à influencer la décision publique. Ou d'un expert. Il a été fait allusion à des experts. Comment puis-je faire la différence? Un lobby est un professionnel, il est payé, mais il peut aussi bien agir pour lui-même. Une structure d'entreprise peut être un lobby. Alors, je ne peux pas non plus faire de véritable lien avec l'intérêt pour agir en contentieux, puisque ici, la notion d'intérêt pour agir peut être beaucoup plus floue. Bref, ce que je peux dire, c'est qu'il existe une définition juridique, elle est donnée par la loi Sapin du 11 octobre 2013 et par un décret du 9 mai 2017, où l'on voit quoi? Le critère de professionnalisation, le critère d'activité habituelle et le critère de persuasion. Les finances publiques, par contre, on sait ce que c'est, mais c'est une notion qui est évidemment une terre d'élection pour les forces d'influence. Mécanisme d'allocation de ressources, prélèvement sur l'activité économique, redistribution, tout ça est naturellement au cœur de l'activité des lobbies. Le cadre en est régulé, loi de finances, loi fiscale qui peuvent être distinctes des lois de finances, loi de financement de la sécurité sociale. Alors le poids est visible, mais la bonne action est évidemment celle qui se voit le moins. Mais aussi, on peut dire que la bonne action est celle qui se poursuit dans le temps, pour reprendre ce que Michel Bouvard nous disait tout à l'heure. On voit quoi aujourd'hui? Le poids des lobbies, par exemple, en matière environnementale. Je ne citerai aucun nom, évidemment, mais vous les avez tous en tête. Ils sont des acteurs incontournables du débat public. J'ai vu aussi, il y a bien des années, par exemple, la force du lobby des villes qui détiennent un casino sur leur territoire. Je vois que Michel Bouvard s'en souvient également. Je voudrais faire une dernière remarque introductive qui est plus statutaire et plus juridique. Il y a une tendance aujourd'hui, de la part du juge, que je ne peux que déplorer, à percevoir les parlementaires
non pas comme des détenteurs de la souveraineté nationale, non pas comme des détenteurs du pouvoir décisionnel, cette qualification s'efface derrière une qualification de chargé de mission de service public. La Cour de cassation l'a retenu le 27 juin 2018 dans un arrêt contre lequel je continue à hurler en disant les parlementaires peuvent visiter les lieux de détention, les lieux de privation de liberté. Est-ce que c'est cela qui doit en faire des auxiliaires du service public plus que des détenteurs d'un mandat représentatif? J'y reviendrai, mais jusque dans l'actualité récente la plus banale, je veux dire, lorsque un parlementaire se fait insulter par un journaliste, il faut appeler ça comme ça, parce que c'est un lobbyiste, celui-là, je n'en sais rien, mais bref, il porte plainte pour injure envers une personne chargée de mission de service public. Alors que les finances publiques sont le lieu de la souveraineté, de l'expression de la volonté générale, de l'universalité de l'impôt, les lobbies qui s'adressent aujourd'hui aux parlementaires s'adressent aussi à des gens dont le statut est précarisé par le juge, ce qu'on ne peut que regretter. Alors très brièvement, je vais évoquer deux aspects, les poids et les contrepoids, et puis savoir si le poids est lesté ou s'il est allégé. Poids et contrepoids. L'ARPP, Association pour les relations avec les pouvoirs publics, il y a quelques années définissait ces lobbyistes comme des décodeurs de la fabrique de la loi. En fait, le terrain des finances publiques est particulièrement fertile. Derrière tout mécanisme fiscal, il y a des enjeux concrets que le monde des lobbies doit pénétrer. Exemple, l'article 200 du Code général des impôts qui prévoit les exonérations d'impôts sur le revenu pour les dons faits au secteur associatif, culturel, etc. Cet article a été créé en 2000. Il a subi 46 modifications législatives. Derrière ces 46 modifications se trouvent toujours les associations caritatives. Est-ce que ce sont des lobbies? Est-ce qu'elles poursuivent un intérêt distinct de l'intérêt général? Partiellement oui, partiellement non. Les finances publiques tendent à l'universel. À l'occasion de la dernière loi de finances, que trouve-t-on comme dispositions additionnelles? Je ne sais pas si elles subsisteront dans le texte définitif, mais ont été ainsi adoptées en première lecture des dispositions par voie d'amendement sur les investissements en forêt, sur la rénovation énergétique des logements, sur les titres restaurants, sur les croisiéristes en Guadeloupe, Martinique, sur l'exclusion de l'assiette de la taxe d'aménagement pour les abris de jardin, et naturellement, j'ai gardé le meilleur pour la fin, le crédit d'impôt sur les investissements en Corse. Comment ne pas voir derrière tout cela le poids des lobbies? Le PLFSS pourrait également servir dans une moindre mesure, car son domaine est plus limité à cet égard. De bon exemple. Les mécanismes de redistribution intéressent évidemment au premier chef les lobbies. Faut-il rappeler l'existence de 226 niches fiscales identifiées dans le dernier rapport budgétaire que j'ai trouvé à ce sujet pour 80 milliards d'euros. Gilles Carrez avait coutume de dire que derrière toute niche, il y a un chien. Le chien, c'est évidemment le lobbyiste. Les dépenses, au sens chien de garde. Les dépenses, de la même manière, se prêtent ouvertement au travail des lobbyistes. Et là, je ne peux plus distinguer l'administration qui va chercher
à récupérer une partie d'un arbitrage négatif lors du débat parlementaire, des éléments qui permettent de gérer ces dépenses à proprement parler, ou bien des clients de cette administration qui, eux aussi, peuvent être intéressés. Alors le lobbying est-il nécessairement de source privée? C'est faux. Chacun a bien en tête la puissance d'EDF ou de la SNCF, pour ne citer que ces exemples, je ne leur en veux pas. En matière environnementale, évidemment, tout cela est encore plus visible. Il y a des acteurs incontournables du côté des énergies renouvelables, du côté des éoliennes, du côté de toute forme nouvelle de propulsion de véhicules terrestres. Il y a une certaine ambivalence dans l'action des lobbyistes. Il s'agit à la fois pour les décideurs d'un moyen d'information dont ils ne peuvent pas se priver. Il s'agit aussi d'un moyen de rendre lisibles les revendications. Bien entendu, je ne peux à cet égard que citer par exemple l'exemple des groupes d'études. Il y a à l'Assemblée un groupe d'études sur l'énergie verte, sur les assurances, sur la filière énergétique ou encore sur les start-up et sur les truffes. Tous ces groupes d'études sont autant, je me suis occupé de ce groupe d'études, et il était extrêmement actif. Tous ces groupes d'études sont un moyen d'échange entre un secteur professionnel, un secteur d'activité et les décideurs. Il est normal que les lobbies aient une action, et cette action doit être publique. Si les représentants d'intérêts ne parviennent pas à se faire entendre, on tombera soit dans l'irréalisme législatif, soit encore dans la protestation sourde, c'est-à-dire des manifestations violentes, des grèves, etc., parce qu'il y aura un décalage. Tout le paradoxe est à la fois d'écouter et de pouvoir trier la pertinence des arguments qui sont proposés. Si les lobbies apparaissent trop influents, à ce moment-là, ils entourent la critique. Je passe à ma deuxième partie très rapidement. Le poids est donc lesté. Les lobbies peuvent intervenir sur toute une gamme d'interventions qui va de l'évaluation à la participation active, à la prise de décision. Pascal Jean nous le dit, ne pas écouter les acteurs, c'est s'exposer à la faillite du scénario. Toute la procédure est imprégnée de contact, de son départ à son arrivée, à son aboutissement. Par exemple, les études d'impact doivent retracer les consultations menées avant la saisine du Conseil d'État. Et vous le savez bien, l'application de cette loi organique du 15 avril 2009 donne parfois lieu à polémique. On peut songer notamment à la polémique, sur le fond de laquelle je ne me prononce évidemment pas, de la place qui a été faite aux représentants des VTC dans la loi Macron en 2015. Ensuite, eh bien, les lobbies vont s'exercer au profit ou vers les cabinets ministériels de manière permanente. Le dialogue est entretenu en permanence. À l'Assemblée, bien entendu, on n'a pas parlé ici, jusqu'à maintenant, du rôle des rapporteurs spéciaux. Il est évidemment fondamental et ils sont les interlocuteurs naturels des lobbies en matière environnementale, culturelle, industrielle,
les 48 rapporteurs spéciaux de l'Assemblée nationale, et il y en a autant au Sénat, sont les interlocuteurs naturels des réseaux d'influence. Enfin, le Conseil constitutionnel lui-même n'est pas étranger au mouvement de lobbyistes, et on le voit par deux biais. Gérald en a parlé à propos du nombre de QPC qu'il peut y avoir en matière fiscale. Je crois que ça représente 40%, peut-être ma statistique n'est pas à jour, mais 40% des QPC sont des QPC qui portent totalement ou partiellement sur la matière fiscale, mais aussi et surtout dans le contrôle a priori. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit des contributions extérieures. J'en ai compté 8 en 2020, dont 5 rédigés par des cabinets d'avocats pour le compte de leurs clients, en matière d'énergie solaire, d'énergie renouvelable à nouveau, et 5 en 2021, par exemple, France Énergie Éolienne a fait à ce moment-là une contribution. Ces portes étroites sont évidemment des manifestations directes de lobbyistes. Alors, défendre des intérêts, c'est retomber, et j'en terminerai par là, sur un risque de conflit d'intérêts. On exige aujourd'hui des parlementaires des obligations déclaratives extrêmement lourdes. Vous vous souvenez tous de cette histoire, elle est partie de l'action de persuasion, parfois violente, des laboratoires pharmaceutiques. Et depuis 2011, dans le Code de la santé publique, nous trouvons des articles qui régulent l'activité des lobbies. Mais il y a également, désormais, depuis la loi Sapin 1, des déclarations d'intérêt obligatoires qui sont étendues pour les parlementaires à leurs collaborateurs. Cette façon de procéder est aujourd'hui extrêmement généralisée, extrêmement ouverte. L'action des lobbies doit se faire de la manière la plus transparente possible. Nous avons dérivé d'un système législatif dur vers un système d'obligations déontologiques souples et géré par les assemblées elles-mêmes. Obligation de transparence, oui, depuis la loi Sapin 2, 9 décembre 2016, inscription au répertoire, il y a été fait allusion tout à l'heure, inscription obligatoire au répertoire, il y a 2500 inscrits au répertoire de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Parmi ceux-ci, on trouve 30% de sociétés commerciales, 21% d'organisations professionnelles ou syndicales. Voilà la moitié de l'image du lobbyisme en France, expliquée, publique et permanente. Les interdictions, eh bien, elles sont légion. Par exemple, dans le code électoral, les entreprises ne pourront pas aller financer une campagne électorale, article L52.8. Ou bien encore, il est interdit à tout parlementaire de prendre une activité nouvelle de conseil. Ne mélangeons pas les genres, article LO 146.1. Mais on a dévié vers du droit plus souple. Les conflits d'intérêts relèvent désormais des codes de déontologie des deux assemblées et la situation de déport d'intérêt a été admise par le Conseil constitutionnel. Elle figure même dans le règlement de l'Assemblée, article 81.1.1. Au Sénat, il y a également un registre de déport. En fait, tout ceci me ramène à l'idée selon laquelle on perçoit de moins en moins le parlementaire comme le représentant de la nation et on le perçoit de plus en plus comme quelqu'un qui peut être en situation de conflit d'intérêts. Alors c'est très bien si l'on se place du côté de la prohibition du mandat impératif, mais j'y vois aussi une altération du principe du mandat représentatif et du principe de souveraineté nationale. Je vous remercie.
Bensouda. Nourdine Bensouda est actuellement trésorier général du Royaume du Maroc. Et je dois dire que je connais parfaitement également le processus budgétaire, puisqu'il a été conseiller du ministre de l'économie et des finances marocain, et ensuite directeur général des impôts au Maroc. Donc, Nourdine, je te laisse la parole. Merci, Monsieur le Président. Ça me facilite la tâche après l'intervention de mon prédécesseur. En tout cas, je vais essayer de parler pour le cas du Maroc, mais c'est un peu plus précis, et pour donner quelques exemples, aussi bien de la fiscalité que de la dépense publique. Donc, je voudrais vous dire, d'abord une présentation fidèle de l'influence des groupes de pression sur les pouvoirs publics, les pouvoirs financiers publics suppose d'avoir pu en observer concrètement les formes et les effets. Donc, je disais qu'il faut être un peu, avoir vécu cette situation en direct, et j'ai eu l'occasion de le faire pendant pratiquement plus de 30 ans, pratiquement 30 ans, au niveau des impôts, au niveau du cabinet du ministre de l'économie et des finances, et puis actuellement en tant que directeur général de la comptabilité publique, ce qui s'appelle au Maroc, trésorier général du Royaume. Alors il convient par ailleurs de s'interroger sur leur pertinence ou encore sur leur utilité. En effet, il faut qu'on se pose la question, est-ce qu'on peut imaginer des politiques publiques ou des finances publiques axées uniquement sur l'intérêt général et qui ne prendraient pas compte des intérêts particuliers et donc des demandes du groupe de pression qui les représentent. Aujourd'hui, nous l'avons vu, d'après les présentations qui ont précédé, des voix s'élèvent contre les groupes de pression, notamment en ce qui concerne l'extractivisme, l'existence de zones de non-droit qui impactent l'environnement, la nature et les individus. En fait, la vie en société est une coexistence permanente entre l'intérêt général, tel que défini par la loi, et les intérêts particuliers. Mais il est vrai que la règle de droit obéit en apparence à un ordre établi, celui de l'intérêt général, afin de répondre favorablement à la demande de la collectivité. Mais est-ce que c'est réellement le cas dans la pratique? Nous avons vu, d'après les développements précédents, que plus ou moins il est nécessaire de prendre en considération les intérêts particuliers. Et donc il faut aller chercher un peu dans la face cachée de la loi, ou j'allais dire dans les phases de préparation de cette loi, pour comprendre un peu le jeu des acteurs, comment ils agissent en fonction de leur pouvoir, de leur présence dans la sphère décisionnelle, de leur ténacité et de leur longévité dans les positions qu'ils occupent, afin que tout ce qui régit le quotidien converge vers leurs intérêts. Mais c'est vrai qu'il est difficile de décrypter le processus de la délibération de chaque homme. En effet, il y a des discussions, des échanges, des négociations autour des questions sociales, économiques, financières, environnementales ou de toute autre question de société qui se déroulent fréquemment dans les bureaux, dans les salons ou dans les cercles d'influence. Les négociations se passent également par l'intermédiaire de réseaux constituant un maillage de relations pouvant apporter leur appui aux objectifs poursuivis. Il faut aussi prendre en considération l'impact des réseaux sociaux et puis aussi prendre en considération les manifestations qui peuvent se passer devant le Parlement. Nous en avons régulièrement au niveau du Maroc, où un certain nombre de professions, notamment la profession libérale aujourd'hui, sont en train de manifester contre certaines dispositions fiscales qui sont en cours de discussion. Mais pour ce faire, les groupes de pression usent de toute leur influence pour que les décideurs, notamment au niveau de la représentation nationale, des grandes administrations et institutions, défendent au mieux leurs intérêts. Ils veillent de près, et c'est notamment le cas aux États-Unis et peut-être dans d'autres pays, ils veillent de près sur les élections. Ils veillent de près aussi sur les nominations à des postes stratégiques, car c'est là que se joue vraiment une plus ou moins forte capacité d'influence, d'influencer les décisions. Autrement dit, les lois et les décisions appliquées par les administrations sont influencées par des acteurs invisibles
sur la scène publique, car agissant par personnes interposées pour faire valoir leurs intérêts. Du coup, il est nécessaire de s'intéresser aux méandres des négociations en dehors des sphères officielles que nous connaissons pour comprendre comment les décisions financières publiques sont orientées et prises, mais aussi pour quelles raisons. Il faut rappeler que l'influence des groupes de pression est un phénomène que l'on peut constater de tout temps et en tout lieu, sauf que certains pays comme la France, comme vient d'expliquer M. Cambi, il y a une loi, la loi Sapin, qui les a réglementés. Dans le cas du Maroc, il n'y a pas encore une loi. Mais au moment où il était en train de présenter, je dirais son point de vue sur cette question, je me disais comment ils vont agir devant la préparation de cette loi sur les lobbies. Et donc ils vont lobbyer pour que cette loi leur soit le plus favorable et pour qu'ils continuent à exercer de manière la plus efficace. Alors, donc c'est un phénomène naturel, et je dirais qu'au Maroc, ce qui se passe ici et ailleurs, on le retrouve aussi au Maroc. Et pour essayer de vous expliquer un peu ce qui se passe dans le cas marocain, je vous présenterai deux exemples. Un sur la fiscalité, c'est vrai que la fiscalité prend beaucoup de temps dans la discussion du projet de loi de finances, et un exemple sur les marchés publics, c'est-à-dire sur la dépense publique. Alors le premier exemple concerne le régime fiscal de la province de Tanger, qui bénéficiait depuis 1963 d'une réduction de 50% en matière d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu professionnel des personnes physiques. Au moment où on a voulu la supprimer, il y a eu vraiment les groupes de pression se sont ligués, que ce soit au niveau régional ou au niveau sectoriel, ils se sont ligués contre cette suppression. Et donc, et tout à l'heure, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt M. Magnan, je voulais dire que quand même, il y a une réalité, c'est que l'administration fiscale a un rôle important à jouer. Et quand on préparait le texte, la deuxième fois, puisqu'on n'a pas réussi la première année, on est revenu en 2008, mais avec un texte et avec une expertise un peu, j'allais dire, fine, on a rajouté juste un petit mot, c'est-à-dire exclusivement. C'est-à-dire qu'on peut bénéficier de ces dispositions de 50%, mais exclusivement pour le chiffre d'affaires qui est réalisé à Tanger. Et du coup, toute la disposition n'avait plus de sens, parce que l'architecte qui était à Tanger, s'il allait sur Rabat ou Casa, eh bien, sur la partie Rabat, il allait être taxé sur les 100%. Donc finalement, le politique était un peu gêné par rapport, en disant on changerait à Tanger, mais il n'y a pas de discrimination par rapport aux autres. Et bon, c'était un peu difficile, parce que c'était un tournant historique important. Et finalement, le gouvernement a trouvé un compromis avec sa majorité. Il a retardé la mise en application de cette disposition 3 années, c'est-à-dire un moratoire de 3 années, et il a fait évoluer la taxation de 2 points chaque année pour retrouver le taux normal. Et donc finalement, on a mis 7 ans pour avoir un impôt universel, c'est-à-dire une taxation sans discrimination entre régions. Et donc après ces 7 années, on est rentré dans une taxation normale, que ce soit pour les personnes physiques ou pour les personnes morales. Le deuxième exemple que je voudrais partager avec vous, c'est par rapport aux méthodes de récupération. Alors, l'exonération des méthodes de récupération sans droit de déduction est une disposition qui existe, je pense, dans le droit européen, parce que finalement, il n'y a pas de valeur ajoutée. Il y a un ramassage des méthodes de récupération, et puis on les met dans un circuit de production. Et bien là également, nous avons remarqué en 2020, il y a eu une forte pression de la part de certains industriels et de la part de ceux qui ramassent les méthodes de récupération pour instaurer une TVA, avec bien sûr une TVA au taux normal à 20%, avec droit de la déduction. Et du coup, on s'est retrouvé dans une fraude fiscale que vous avez connue ici. C'est que finalement la TVA constituait la marge de ceux qui récupéraient ces méthodes de récupération. Ça a été fait dans une soirée au niveau de la Chambre des conseillers, vers 10h, 11h du soir, et la disposition est passée, malgré qu'on ait attiré l'attention du ministre de l'époque que cette disposition est pour l'encouragement de la fraude fiscale et non pas pour servir une industrialisation ou plutôt un processus industriel. Mais heureusement que la majorité actuelle, avec le gouvernement actuel, ont
grâce à leur vigilance, ils ont pu corriger cette imperfection de la TVA et on est revenu à des choses qui s'appliquent un peu partout en Europe. C'est pour vous dire que finalement, on est en train d'évoluer au moment où il y a des groupes de pression d'un côté, il y a des arbitrages qui vont dans le sens de l'intérêt général et tout ça permet d'aller de l'avant en matière de renforcement de la démocratie et de la défense de l'intérêt général, de la défense des intérêts de la collectivité. Le troisième exemple, cette fois-ci, concerne la défense publique. Mais là, c'est une autre démarche. Une démarche où l'État, ou j'allais dire plus exactement le gouvernement, a essayé d'agir en agrégateur. Il a anticipé et il a demandé l'avis de tout le monde. Même le Parlement, même s'il s'agit d'un décret sur les marchés publics, qui est du domaine, que vous connaissez bien entendu, du pouvoir exécutif, il a tenu à aller au Parlement pour le présenter. Et pour présenter un peu cette réforme qui est importante, vu le poids quand même de la commande publique, qui est aux alentours de 20% du produit intérieur brut. Et il y a également un certain nombre d'acteurs. Il y a les acheteurs publics d'un côté, les entreprises, les fédérations d'entreprises, les autres professionnels, la société civile. On a consulté la Cour des comptes, on a consulté aussi les fédérations, tout ça pour avoir un texte équilibré. Mais avant d'arriver à cette situation, et ça m'a rappelé un peu ce qu'avait dit Clinton sur l'éducation, c'est-à-dire est-ce qu'il faut s'intéresser à la fonction publique, aux professeurs, ou il faut s'intéresser au service public, c'est-à-dire l'intérêt des familles. Et bien, également, nous avons remarqué qu'à ce niveau-là, les réformes qui ont précédé, il y avait plus de la défense. Je rejoins un peu, comme vous dites, le lobby public. On était plus dans la défense des intérêts de l'administration et de certaines entreprises publiques et de certaines directions du ministère des Finances, par exemple, la direction des entreprises publiques, qui défendaient davantage d'avoir des règlements intérieurs pour chaque entreprise publique pour garder du pouvoir par rapport à ces entreprises publiques que par rapport aux usagers. Et bien, la volonté du gouvernement actuel, c'est de dire nous réfléchissons par rapport aux opérateurs économiques. Donc ce texte-là devrait être un texte unique pour tout ce qui est administratif et avoir un référentiel pour tout ce qui est entreprise publique à caractère industriel et commercial. Donc c'est cette manière de faire qui permet de me dire que nous avons évolué quand même et nous sommes en train d'évoluer vers un renforcement de la démocratie, de la prise en considération des intérêts particuliers, mais en veillant sur l'intérêt général. Donc, je voudrais vous dire que finalement, c'est que le rôle de l'État par rapport à ces dernières années a consisté à promouvoir une ferme volonté de concertation avec tous les acteurs et essayer de juguler un peu le jeu d'intérêt complexe des acteurs. Bien entendu, il nous reste certainement à mettre en place un texte sur les groupes d'intérêt pour évoluer un peu dans le sens de ce que vous avez fait en France. La finalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de trouver un équilibre et veiller à ce que l'intérêt général, un équilibre entre l'intérêt général et les intérêts particuliers, et ça contribue à garantir que le dispositif évolue au bénéfice de tous, mais il s'agit aussi d'éviter une exagération de la défense des intérêts particuliers qui pourrait déstabiliser, j'allais dire, l'équilibre du système dans sa globalité. Mais il faut quand même souligner, et ça c'est ce que j'ai constaté pendant ma carrière, c'est que les groupes de pression connaissent une sorte de flux et de reflux selon les périodes historiques. Durant les périodes difficiles, les groupes de pression peuvent se faire plus discrets et diminuer momentanément leur influence, car ils craignent d'exacerber l'opinion publique qui peut s'en prendre directement à eux. Et en effet, les groupes de pression sont conscients qu'ils ne peuvent pas aller au-delà d'une certaine limite, d'une sorte d'autolimitation. Ils savent s'arrêter, parce qu'ils sont permanents, plus que peut-être certains responsables politiques ou certains responsables administratifs. Ils savent s'arrêter avant d'atteindre, afin de ne pas mettre en danger le système qui les protège. Par contre, dès que, pour une raison ou une autre, la situation leur est à nouveau favorable,
ils intensifient leurs interventions pour défendre leurs intérêts. En conclusion, il faut observer qu'un bon fonctionnement des pouvoirs et des contre-pouvoirs, dont vous avez parlé tout à l'heure, M. Gambit, favorise des politiques publiques qui répondent aux attentes des citoyens. Mais il faut souligner qu'historiquement, je vais terminer par là, qu'historiquement, le capital a toujours été plus ou moins sauvegardé, voire renforcé, du fait notamment de l'intervention du groupe de pression. Par contre, si le travail et les salaires ont été également améliorés grâce à la présence des syndicats qui ont milité notamment pour la mise en place de la protection sociale, de l'indemnité pour perte d'emploi et des systèmes de retraite, ce n'est cependant que dans une moindre mesure. Pour ce qui est des consommateurs, même s'il y a une évolution aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec le numérique et le développement du digital, et parce qu'ils ne sont pas aussi bien organisés que les détenteurs du capital, ils subissent de plein fouet les décisions financières publiques telles que la taxation indirecte. Celle-ci est souvent privilégiée par les politiques parce que les impôts indirects sont, on le sait, des impôts qui, au Maroc comme dans beaucoup d'autres pays, se fondent dans les prix des produits, contrairement aux impôts sur le capital et sur le travail où on attaque directement et puis les groupes de pression peuvent réagir directement. Finalement, il convient de reconnaître que les groupes de pression ont plus de puissance que d'autres acteurs et finissent souvent par imposer quand même leur point de vue. C'est pourquoi le rôle de l'État est d'assurer un équilibre entre les intérêts particuliers et l'intérêt général, comme l'a soutenu le professeur Michel Bouvier en 1986, ça date déjà, dans son ouvrage « L'État sans politique », le fait d'accorder plus de possibilités aux groupes de pression reviendrait à favoriser un certain corporatisme. D'une manière générale, les pouvoirs publics doivent veiller au rééquilibrage entre les parties en présence afin d'assurer la viabilité du système pour qu'il soit supportable par la collectivité au sens de son acceptation et en termes d'efforts consentis par tous. Cet équilibre dépend de la conjugaison de plusieurs facteurs. Et c'est très réel dans le cas du Maroc, à savoir la qualité de la représentation nationale, celle de la justice et celle de l'administration. Il est tributaire également du poids des valeurs, de l'éthique, de la morale et de la qualité de l'éducation et de la formation des citoyens dans la société. Mais il dépend aussi de la responsabilité sociale des entreprises qui doivent veiller elles-mêmes à maintenir un certain équilibre entre leurs propres intérêts, le droit social et la protection de l'environnement pour les salariés et pour la collectivité. On peut dès lors juger de l'évolution d'une société à partir de la position du curseur, qui peut tendre vers les intérêts particuliers, vers l'intérêt général ou vers un équilibre entre les deux. Enfin, il n'est pas utile de rappeler que chaque fois que la démocratie se renforce, le curseur se rapproche un peu plus de l'intérêt général en raison de la présence de poids et de contre-poids. Il faut toutefois accepter que cet équilibre recherché, comme celui des sociétés, demeure un équilibre précaire. Ce qu'a très bien écrit Ibn Khaldoun, pour qui, je cite, l'espèce humaine vit dans un équilibre instable, elle peut basculer vers le désordre, on l'a vu dans un certain nombre de pays, à tout moment. Mais il ne faut jamais perdre quand même l'espoir, il faut rester optimiste, il ne faut jamais perdre l'espoir que l'équilibre se rétablisse. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nourdine, pour cet exposé qui est vraiment fort. Je veux dire que c'est à la fois des exemples concrets, de vécu et de façon très proche, mais en même temps, on tire une philosophie et de propositions finalement tout à fait pertinentes à mon sens pour cette histoire de groupe de pression. Et tout ça se complétait très bien. Vos deux exposés étaient très complémentaires. Merci beaucoup. Merci.